La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, bienvenue à La vie des idées, ici Mathieu Bock-Côté. Vendredi soir, la tendance s'est maintenue et confirmée. Jean-François Lisée a été élu chef du Parti québécois. En début de course, on présentait sa participation à la chefferie comme une candidature de témoignage. Il est pourtant parvenu à s'imposer en s'emparant de la question identitaire entre toutes, de la question interdite, dis-je, entre toutes, celle de l'identité québécoise. Certains ont vu dans sa victoire une révolte des membres du Parti québécois contre l'establishment, mais dès le soir de son élection, toutefois, Philippe Couillard a lancé contre Jean-François Lisée une charge sévère en l'associant au mouvement d'extrême droite européen, une accusation qui n'est pas neuve de la part du chef du Parti libéral. L'heure est venue de faire le bilan de cette course et de voir où en est rendu le Parti québécois et où en sont rendus les souverainistes. Pour parler de cette question fondamentale, je reçois deux figures intellectuelles majeures associées au mouvement national. D'abord Jacques Beauchemin, professeur au département de sociologie de l'UQAM, qui a écrit dans le cadre de cette course à la chefferie une lettre d'appui à Jean-François Lisée. Bonjour. Bonjour Mathieu. Et Robert Laplante, qui est directeur de l'Action nationale et qui vient de signer dans l'Action nationale un éditorial assez sévère sur l'état actuel du mouvement souverainiste. Monsieur Laplante, bonjour. Bonjour. Alors, je commence avec une question toute simple pour vous, Jacques Beauchemin. Comment expliquer l'incroyable retournement de cette campagne qui a permis à Jean-François Lisée de passer de candidat marginal à chef du Parti québécois en l'espace de quelques mois? Bien, il y a plusieurs facteurs sans doute qui concourent à expliquer ce revirement de situation. Je dirais de manière très générale que Jean-François Lisée a mené de loin la meilleure campagne. Il a abordé tous les aspects de l'existence collective des Québécois qui importent et qu'un aspirant-chef doit traiter. Il l'a fait intelligemment, avec sa créativité habituelle. Alors ça, évidemment, au départ, on peut dire que il y avait un élan du fait de sa capacité à appréhender un ensemble complexe d'enjeux. Mais à mon avis, l'aspect le plus déterminant, ce qui l'a amené à la victoire, c'est le fait qu'il a abordé de manière, je dirais, franche, directe et décomplexée la question de l'identité québécoise. Cette question, vous venez de l'évoquer, Mathieu, qui est devenue littéralement indécente. On ne peut plus la traiter sans attirer sur soi insultes, suspicions et colibets. Jean-François Lisée l'a abordé franchement et simplement en évoquant un certain nombre de positions qui étaient les siennes, qui manifestement ont surallié de majorité non seulement de Québécois, mais de membres du Parti québécois. Robert Laplante, comment expliquer le fait que dans cette course, le candidat anti-establishment, ça a été Jean-François Lisée plutôt que Martine Ouellette, qui était elle aussi en dissidence avec la ligne dominante au Parti québécois? Oui, sans rien enlever à Jean-François Lisée, qui a effectivement fait une bonne campagne. Il y a deux faits, me semble-t-il, importants à retenir et qui ont été révélés par le résultat. D'abord, c'est la déconnexion de cet establishment avec les membres du parti. Faut quand même pas oublier que à peu près tout le caucus s'est rangé dans les premières heures derrière le candidat Cloutier, pesant de tout son poids en faveur d'un couronnement. Ça ne s'est pas produit. Ça ne s'est pas produit à la fois parce que Jean-François Lisée a fait une bonne campagne, sans aucun doute, mais également, ça montre que cet establishment est plutôt empâté, qu'il est assoupi et qu'il n'est pas bien branché sur les membres et sur ce qui les préoccupe. Deuxième facteur, deuxième fait révélé par la campagne, c'est la constance des résultats qu'a obtenu Martine Ouellette. À mon sens, ça exprime à peu près l'état du parti et de sa culture politique. Il y a encore à peu près 18% d'indépendantistes parmi les membres du Parti québécois. La difficulté à laquelle s'est confrontée Martine Ouellette, c'est que les gens à qui elle parlait étaient massivement à l'extérieur du parti et elle a probablement fait le plein de ceux-là qui insistaient pour transformer la culture politique du parti vers l'autre pôle, c'est-à-dire non pas un pôle faire de ce parti une alternance au pouvoir, mais une alternative au pouvoir.
Quand vous dites il y a environ 18% d'indépendantistes au Parti québécois, simplement, comment qualifiez-vous les 82% qui restent? Ce sont des nationalistes. Et il n'y a rien de honteux à ça. Mais il faut bien voir que le contexte actuel, la frayeur inspirée par l'antinationalisme et la conduite destructrice du Parti libéral a provoqué un sentiment d'urgence et renforcé cette idée qu'il faut faire un autre bon gouvernement. Mais un bon gouvernement pour faire quoi? Ce que nous avons entendu tout au long de la campagne, c'est pour restaurer l'héritage. Ce n'est pas négligeable, mais ça ne pose pas la question fondamentale, c'est pourquoi cet héritage était et est-il toujours si facile à éroder? C'est parce que le Québec ne peut pas faire ce qu'il entend dans un régime dont on n'a à peu près pas fait le procès tout au long de cette campagne. Jacques Beauchemin, dans la mesure où Jean-François Lisée a reporté à 2022 la tenue éventuelle d'un référendum sur l'indépendance, est-ce qu'on peut considérer qu'il a mis de côté l'indépendance du Québec ou on peut interpréter ça autrement? Je pense qu'il est comme plusieurs souverainistes ou nationalistes québécois, c'est-à-dire que il s'aperçoit, il voit bien que la souveraineté n'est pas à l'horizon et que, de son point de vue, il sert à rien de vouloir absolument forcer la marche des choses. Alors évidemment, il adopte une attitude qu'on pourrait qualifier de prudente, mais qui est en même temps un genre d'aveu. C'est l'aveu d'un certain recul de l'idéal souverainiste. Et quand on lui reproche de repousser aux calendes grecques l'éventuelle souveraineté du Québec, on n'a pas tout à fait tort. Je ne connais pas ses intentions intimes, mais on voit bien que dans sa stratégie, il y a quelque chose qui témoigne d'une espèce de, non pas de démission, mais du constat de l'impossibilité à court terme de la souveraineté. Et ce constat, oui, Robert l'effraie. Ce constat l'effraie, véritablement. Et il effraie aussi bon nombre de Québécois. C'est la donnée la plus accablante de cette course, qui est la démonstration qu'a fait le Parti québécois que son option était devenue pour lui-même un boulet. Est-ce que c'est le cas? Je crois que dans la culture politique du Parti québécois, c'est le cas. Dans la réalité, c'est tout autre chose. Parce que, essentiellement, la proposition de gouvernement d'alternance provinciale est une proposition qui repose sur l'acceptation ou le fatalisme devant l'ordre canadien. Le débat s'est produit comme si les Québécois pouvaient choisir ce qu'ils veulent, comme si les marges de manœuvre d'un gouvernement péquiste seraient nettement différentes de celles d'un gouvernement libéral. C'est faux. C'est faux. Alors, c'est sûr qu'à l'intérieur des limites provinciales, le gouvernement du Parti québécois pourrait avoir des choix différents, sur des modalités différentes. On peut comprendre que pour les garderies, pour certains aspects de l'organisation des services publics, mais au moment où tout ce monde discutait de la chose, Ottawa avait réussi à mettre le ministre Barrette dans le coin en retenant la formule de calcul pour le transfert en santé. Alors, ces choses ne vont pas disparaître. Alors, c'est ce qui, à mon avis, est le problème dans la posture de Jean-François Lisée, dans la posture du Parti québécois, c'est que, refusant de prendre le temps et les moyens de construire une alternative, il revient continuellement, comme Sisyphe, au pied de la même colline, en train de remonter tout le temps la même tâche sans fin de essayer de sauver les meubles. Jacques Beauchemin. Sauver les meubles, le mot, l'expression est tout à fait juste. Je crois que le mouvement national en est précisément, à l'heure où on se parle, à l'étape de sauver les meubles. C'est pas pour rien, au fond, qu'un candidat
à la chefferie du Parti québécois se fait élire sur la promesse de ne pas tenir de référendum. C'est qu'on est en train véritablement de vouloir sauver le parti lui-même, premièrement, puis deuxièmement, éventuellement l'option. Parce que dans la meilleure hypothèse, celle de Jean-François Lisée, justement, ce n'est que partie remise. Hein? C'est en attendant. On attend que se dégage une conjoncture plus favorable et que un argumentaire nouveau ait été mis de l'avant. Alors ça, c'est la posture optimiste. Mais dans les faits, ce à quoi nous assistons, c'est à un recul. Et nous en sommes au moment où il faut sauver les meubles. Et c'est exactement ce que Lisée fait sans le dire, bien sûr, mais c'est ce qu'il fait. Vous utilisez la formule, Jacques Beauchemin, on pourrait parler d'une certaine démission, tout ça. Mais la question que je me pose quand je regardais la course, c'est pouvait-il en être autrement? C'est-à-dire, si le Parti québécois, je vous poserai la question aux deux, mais d'abord à Jacques Beauchemin, si le Parti québécois prenait une posture, appelons ça, sous le signe du maximalisme référendaire. Bon, on prend le pouvoir, on fait un référendum rapidement, on fait l'indépendance. Est-ce que le Parti québécois pouvait, peu importe qui portait ce discours-là dans la course présente, est-ce qu'il pouvait faire autre chose que finir troisième et puis compromettre l'idée même d'un véhicule portant l'indépendance politique au Québec, Jacques Beauchemin? Ben, sans doute pas. Je pense que la vision maximaliste, comme vous l'appelez, était sans espoir. Il ne fallait pas la tenir ni la défendre. Ça m'apparaît évident, mais justement, c'est encore là la manifestation du symptôme de la maladie. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de tenir cette position maximaliste, mais qui était autrefois une position très ordinaire, ben c'est le signe que les choses vont mal. Alors, à part Martine Ouellette, ben, tous les candidats s'en sont tenus à cette position prudente où on n'a pas effarouché l'électorat et même les membres du Parti québécois, mais on essayait simplement de leur dire, ben écoutez, on renonce pas à la souveraineté, mais c'est pas pour maintenant parce que, rendez-vous compte, là, il faut refaire l'argumentaire, hein, parce que c'est ça, au fond, hein, la thèse. Il faut refaire l'argumentaire. C'est pas faux, mais en même temps, on se dit que cet argumentaire-là, ça fait quand même quelques décennies, au moins, que nous le déployons, là. Il y a personne aujourd'hui qui découvrirait les bonnes raisons de faire la souveraineté du Québec, là. On commence à en avoir parlé beaucoup. Alors, pourquoi voulons-nous aujourd'hui refaire l'argumentaire? Ben, c'est tout simplement le signe d'une crise assez profonde. Robert Laplante, vous êtes l'auteur, il y a quelques années, d'un texte très important qui était Revoir le cadre stratégique, où vous critiquiez notamment cette espèce d'assimilation de résolution indépendantiste égale course au référendum. Est-ce que pour vous, Martine Ouellette, malgré son indépendantisme résolu, s'était laissé piéger dans le cadre référendaire tel qu'on le connaît au Parti québécois? Ah, je crois que oui. Elle a eu deux difficultés. D'abord, elle a été confrontée à l'inculture généralisée de la classe médiatique qui a suivi cette campagne, qui, à l'évidence, n'avait rien retenu de ce qui se passe dans le mouvement national depuis 20 ans. C'est-à-dire? Il y a eu les États généraux de la souveraineté, il y a eu de nombreux colloques, des publications qui ont... chacune à leur manière, ces initiatives ont tenté de renouveler le paradigme politique. À mon avis, ce n'est pas un problème d'argumentaire. Être libre et maître de ses décisions, c'est vieux comme le monde et vous pouvez le tourner de mille et une manières. L'argument va toujours rester le même. Le problème du Parti québécois, c'est le paradigme dans lequel il pense son action politique et son rapport au Canada. Et ce paradigme-là, il est déterminé par ce fétichisme du référendum et par, d'autre part, une incapacité de faire des propositions qui tiennent compte de l'état réel d'assujettissement du Québec dans le Canada. Alors, la position la plus radicale qu'on a entendue dans cette campagne sur le régime canadien, ça a été, on va dire non aux pipelines et Nervi-Est. Or, s'il y a un dossier dans lequel le Québec est tout à fait pusillanime, c'est bien celui-là, puisque tous les leviers, mais vraiment tous les leviers, sont dans les mains d'Ottawa. Alors, la campagne a été une espèce de prophétie autoréalisatrice. Voilà 20 ans que le Parti québécois refuse de renouveler son paradigme politique et il a constaté au cours des derniers mois qu'il n'y a pas d'autre façon que de reprendre
dans ce paradigme, les paramètres avec lesquels on peut jouer. Alors, les paramètres avec lesquels on peut jouer, c'est quoi? C'est reporter le référendum et c'est de se déplacer vers une logique défensive et attentiste. Alors, ça va sans doute donner des résultats. On n'est pas dans un jeu à somme nulle. Ça va donner des résultats. Un certain nombre de ces résultats sont susceptibles, et je l'espère, d'être positifs. Mais, d'autre part, on va rester collectivement en avant de ce cruel fait. Rien de ce que le Québec peut décider dans le cadre canadien n'est pérenne. Jacques Beauchemin. Je pense que c'est tout à fait juste de voir les choses comme ça. C'est-à-dire que il y a effectivement une espèce de mécanique dans laquelle le parti est complètement dans laquelle il est captif là. Qui fait en sorte que d'une élection à l'autre, d'une course à la chefferie à l'autre, se posent constamment les mêmes problèmes qui sont résolus à peu près de la même manière. C'est-à-dire, est-ce que la souveraineté bientôt, plus tard, tout de suite, un exercice divinatoire. Et puis la question, quelle question on va poser, courte, longue, complexe, simple, directe. Et le débat tourne autour de ça. Et le débat, il est non seulement, il devient futile, mais en plus, il décourage et il éloigne les Québécois du parti et même de l'option elle-même. Mais vous disiez Jacques Beauchemin, puis je vous poserai encore une fois la question 2, mais je vous la pose d'abord. La position, on pourrait dire l'état actuel de la proposition péquiste est révélatrice d'une forme de, vous me direz si je me trompe dans l'utilisation des mots, une forme de décomposition de la conscience nationale. C'est-à-dire on prend aujourd'hui pour très radical ce qui était autrefois une position allant de soi, comme si les souverainistes étaient de plus en plus en décalage par rapport aux attentes d'une manière ou de l'autre de la population. Est-ce qu'on peut parler d'une décomposition de la conscience nationale ou d'une mutation qui nous échapperait tout simplement? Est-ce que les Québécois portent encore en eux ce que vous avez déjà appelé un vieux désir d'achèvement? Ils le portent encore, ce vieux désir d'achèvement, sauf que ils sont devenus incapables de l'exprimer de manière claire et ressentie. Vous savez, à l'époque où les Canadiens français de jadis vivaient leur rapport au Canada et leur rapport au monde de manière générale sous le signe de l'oppression, du manque, du retard, de la lacune. Il y avait ce qui s'était imprégné très fortement dans les esprits, c'était la nécessité justement d'un rattrapage ou d'un redressement des torts qu'une histoire adverse avait pu nous infliger. C'était très, très puissant, ça. Et évidemment, le Parti québécois naissant, ou je dirais tout le mouvement national moderne, a pris en charge cette espèce de sentiment très, très puissant et a su, au fond, le canaliser, le transformer en revendication politique. Nous vivons dans le Québec d'aujourd'hui dans une situation qui est beaucoup moins claire de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, fondamentalement, Robert Laplante a raison de le dire, les choses n'ont pas tellement changé. C'est-à-dire que le Québec d'aujourd'hui n'est toujours pas maître de lui-même. Il ne s'est pas dressé en sujet politique autonome, ce qu'il aurait dû faire depuis déjà longtemps. Mais la vérité, c'est que, en même temps que cela ne s'est pas fait, le sentiment profond et douloureux de l'oppression, du manque, s'est un peu estompé. Tant et si bien que les Québécois d'aujourd'hui sont incapables, ont le vague sentiment de leur infériorisation dans l'espace canadien, ont toujours rivé au cœur le vieux désir de durer, mais la manière de canaliser ce désir-là en un discours, en un argumentaire souverainiste est difficile, manifestement, à faire. Et c'est en grande partie ce qui explique l'espèce de piétinement actuel du Parti québécois, tout chef confondu, là, et qui fait en sorte que, au fond, on en est réduit à jouer sur la mécanique, sur le paradigme politique, sur la stratégie, et qu'on n'est plus tellement capable de donner une voix au vieux désir de durer qui est au fond de la conscience historique. Robert Laplante. C'est pas tant que la conscience nationale est en décomposition. Je crois qu'on est plutôt en présence de quelque chose de plus grave. C'est la résignation. Cette résignation qui est induite par l'impasse politique dans laquelle se trouve le Parti québécois, et non pas le Québec. Le Parti québécois est dans une impasse, prisonnier d'un paradigme qu'il n'a ni la force, ni la volonté, ni le courage de casser. Et
cette résignation-là se traduit d'une manière très, très, très diffuse par l'acceptation fataliste de la condition de minoritaire. Les Québécois sont de plus en plus nombreux à considérer l'ordre canadien comme une fatalité immuable. Ça ne change pas et ça n'atténue pas leur sentiment existentiel d'être eux-mêmes, mais ça les mascule, littéralement, ça les enferme dans une impuissance qui est très, très délétère. Et c'est pourquoi il y a un paradoxe dans la question identitaire. Elle est mobilisatrice, mais elle s'est exprimée d'abord sur le mode défensif. Alors que si nous étions dans un autre paradigme politique, si le Parti québécois avait pris une autre orientation, la culture, l'identité, aurait fait l'objet de propositions audacieuses et mobilisatrices. Dans les circonstances dans lesquelles se trouve le Parti québécois, c'est devenu une audace que de simplement faire une proposition défensive. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas utile, mais encore une fois, c'est l'exemple, à mon avis, typique de ce que c'est que l'existence minoritaire dans le Canada. Le Québec est toujours en dessous de son potentiel et il ne se voit et ne s'éprouve que dans un état de sous-oxygénation permanente. Oui, Jacques Beauchemin. Vous savez, Mathieu, dans mon dernier livre, j'ai parlé de la fatigue. Souveraineté en héritage. Oui, j'ai parlé de fatigue. Et bon, évidemment, c'est une métaphore un peu abstraite. Mais quand on parle de la vie d'un peuple, mais il y a quelque chose de cet ordre-là dans notre vécu collectif. Il y a une fatigue. On ne peut pas passer des décennies à débattre, à ressasser, à retourner dans un sens et dans l'autre la question du destin national. Tout en étant incapable de parvenir à une solution véritable, on ne peut pas faire tout cela sans se fatiguer. Et j'ai l'impression que les Québécois d'aujourd'hui sont en quelque sorte épuisés de se questionner constamment sur ce qu'ils sont, ce qu'ils devraient être, ce qu'ils vont devenir. Et il y a une espèce d'abandon à l'ordre des choses. J'ai dit dans ce dernier livre que les Québécois allaient finalement consentir à l'ordre canadien sans enthousiasme, sans conviction, mais au fond, ils vont laisser le problème se régler tout seul, comme je l'ai écrit. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de décision, ça va se faire. Et en ce sens-là, il y a quelque chose d'un peu triste, et c'est précisément ça, je crois qu'il faudrait essayer de redresser, raviver cette conscience nationale qui aujourd'hui est en train de mourir d'épuisement. Les Québécois sont fatigués de se poser des questions pour lesquelles les moyens qu'on leur propose n'apportent pas de réponse. Ce qu'il faut faire, et c'est plus simple à dire qu'à réaliser, j'en conviens, ce qu'il faut faire, c'est des propositions qui vont permettre de gagner. Et les gains qui seraient possibles doivent être inscrits dans le registre de la revendication nationale, de l'accomplissement national. Or, pour l'instant, dans le contexte canadien, tout ce que les Québécois peuvent réussir à gagner, c'est des aménagements administratifs temporaires qui sont assez difficiles à traduire dans les superlatifs, on comprendra. Mais il serait possible de réunir les forces vives de la nation, et Dieu sait s'il y en a, il serait possible de les réunir dans des propositions qui seraient définies, je le dis souvent, d'abord sur l'intérêt national et ensuite sur les contraintes du régime. S'il y avait de grands projets pour lesquels on allait chercher l'adhésion des Québécois, la question du régime canadien se résolverait d'elle-même. Pourquoi? Parce que si on leur démontre clairement que le projet porté est conforme à ce qu'ils veulent et à ce qu'ils se représentent de l'avenir, le Canada qui fait obstacle va être
obligés d'ouvrir le procès du régime. Et ça, on ne le fait pas. Même le débat sur l'immigration est un débat dont tous les paramètres sont essentiellement canadiens. Les moyens du Québec en matière d'immigration sont déterminés par un accord fédéral-provincial. Et cet accord fédéral-provincial a deux objectifs. Maintenir le poids démographique du Québec dans le Canada. Donc, les seuils sont définis par la réalité du Canada et non pas par les besoins du Québec. Et d'autre part, les moyens que le Québec peut mobiliser lui viennent de cet accord et l'argent vient donc d'Ottawa. Si bien que, si on discute des seuils, il y a une impasse budgétaire qui se dessine à l'horizon, parce que si le Québec décide, et la position de Jean-François Lisée et éventuellement, je crois, celle de son parti, ce sera de dire on va réduire les seuils d'immigration. Si vous réduisez les seuils d'immigration, vous allez réduire les moyens que le fédéral va vous consentir pour vous en occuper de cette immigration-là. Alors là, il y a une contradiction dans les termes. Voilà un exemple où le débat est piégé. Il n'est pas fait en fonction de l'intérêt du Québec et on ne fait pas la démonstration que c'est en contrôlant nos impôts que nous serions capables d'avoir une position cohérente en matière d'immigration. Cette façon-là de rétablir l'ordre des choses, c'est sur tous les sujets que le Parti québécois refuse ou est incapable de le faire. Et ça, c'est déterminant. On a, pendant cette campagne, beaucoup parlé de l'abolition des structures régionales, les directions des ministères, l'abolition des conférences régionales des élus, l'abolition des CLD. Mais on n'a pas parlé que, de cette façon-là, on laissait le champ libre au gouvernement fédéral qui va s'installer dans toutes les régions du Québec avec ses SADC, avec la Banque de développement du Canada, avec une série de moyens qui vont faire en sorte que la question régionale va être totalement téléguidée d'Ottawa et satellisée. Alors, on vient de discuter, on pourrait restaurer les structures. Oui, mais on va les restaurer dans un ordre qui va déjà être occupé. Jacques Beauchemin, nous passons bientôt à la pause, mais une question dans cet état d'esprit. Est-ce que les Québécois sont encore conscients d'avoir un conflit politique avec le Canada ou ils ne vivent plus leur rapport au Canada ainsi? À peu près en une minute. Mais c'est justement, ça fait partie du problème. C'est-à-dire que les Québécois ont, dans les faits, je vais le dire comme ça, divorcé avec le Canada. C'est-à-dire que dans leur tête... L'indépendance psychologique est faite. C'est-à-dire que le Canada, les Québécois ont un rapport au Canada qui n'est plus adverse, qui n'est plus hostile, qui est marqué par l'indifférence. Le Canada, c'est un autre pays qu'on peut visiter comme touriste. Là. Puis il y a des belles régions à visiter. Mais les Québécois ont en réalité couper leur lien avec le Canada. Et ça fait partie du problème, c'est-à-dire que il y a là, si vous voulez, il n'y a pas d'adhésion au Canada, il y a tout simplement une espèce d'indifférence molle qui fait en sorte qu'on ne reconnaît plus dans l'ordre canadien quelque chose qui fait obstacle aux volontés du Québec. Alors nous allons passer à la pause pour quelques instants et nous revenons après avec Robert Laplante et Jacques Beauchemin pour parler de l'état actuel du mouvement souverainiste. Vous écoutez Radio VM. Chers amis, et ici Mathieu Bock-Côté, nous sommes de retour à la Vie des idées pour revenir sur la course qui a eu lieu tout récemment à la direction du Parti québécois avec l'élection surprise de Jean-François Lisée. Je suis en compagnie de Robert Laplante, directeur de l'Action nationale, et Jacques Beauchemin, professeur en sociologie à l'UQAM et auteur récemment de La souveraineté en héritage. Une question me vient à l'esprit, messieurs, et elle peut sembler, on peut dire, grave. J'ai l'impression que les fédéralistes québécois ou canadiens ne sont plus en débat avec les souverainistes, qu'ils ont décidé que l'option souverainiste n'était plus une option illégitime dont il convenait de discuter, et sont plutôt dans une logique d'éradication politique. J'en tiens pour exemple
la réaction de Philippe Couillard à l'élection de Jean-François Lisée. Avant l'élection de Jean-François Lisée, 24 heures avant, il dit le projet souverainiste en tant que tel est régressif du point de vue de l'histoire de l'humanité. Et ensuite, ce qui n'est pas peu dire, disons ça comme ça. Et ensuite, par rapport à Lisée, il l'accusera, donc il le chasse du domaine du périmètre de la démocratie en l'associant au mouvement d'extrême droite européen. Il l'associe aussi à Donald Trump implicitement. Alors, est-ce que nous sommes dans un moment où est-ce que la discussion souverainiste fédéraliste existe encore au Québec, comme au temps Bourassa-Lévesque, par exemple, ou Bourassa-Parizeau? Ou est-ce que nous sommes dans un moment où les fédéralistes veulent désormais éradiquer politiquement le souverainisme et le nationalisme québécois? Robert Laplante. Le Canada estime, depuis le référendum de 95, qu'il a volé en utilisant à fond de train tous les justificatifs de la raison d'État, que la question québécoise est réglée. Le Québec ne fait plus peur au Canada et la raison d'État canadienne a entrepris un processus de minorisation définitive. Toute l'action qu'il y avait derrière le programme des commandites, et ce n'est que la pointe du iceberg, était dirigée vers cette volonté de déployer tous les moyens pour casser la cohésion nationale. Ça reste vrai, et c'est d'autant plus facilité pour Ottawa que c'est sa grande victoire idéologique sur les nationalistes fédéralistes qui sont devenus des inconditionnels du Canada. Alors, il n'y a pas de revendication et il n'y en aura plus de la part du Parti libéral du Québec sur tout ce qui concerne non seulement une plateforme de revendication d'aménagement de la Constitution, ils sont très à l'aise avec ça, ils y ont consenti. Philippe Couillard rêve à voix haute de la signer. Et d'autre part, ils n'ont plus aucune posture de revendication nationale dans aucun dossier. Ottawa est en train de mettre à mal Bombardier. On n'entend rien. On n'entend rien, ni de la part des députés libéraux québécois à Ottawa, ni de la part du gouvernement du Québec. Rien. Ça, les décisions coulent dans, effectivement, cette indifférence, mais une indifférence qui laisse tout le champ libre à une action politique et à une déstabilisation économique aussi subtile qu'efficace. Quant à cette démonisation du mouvement, bon, on se rappellera que Trudeau lui-même nous considérait comme des criminels contre l'humanité. Ce n'est pas nouveau, cet effort pour discréditer le mouvement, l'associer à la part sombre de l'humanité. C'est inhérent à cette posture de mépris dans laquelle le Canada a toujours tenu le Québec. Mais je reprendrai votre commentaire en le retournant vers Jacques Beauchemin. Le Parti libéral du Canada a toujours diabolisé le nationalisme québécois. Le Parti libéral du Québec faisait semblant tout le moins de le respecter. Ouais. Donc, et là, j'ai l'impression qu'on assiste ces temps-ci à ce que j'ai appelé une colonisation idéologique du PLQ par le PLC. Comment comprenez-vous, Jacques Beauchemin, les déclarations de Philippe Couillard qui accuse le Parti québécois de Lisée d'avoir une parenté politique et idéologique avec les mouvements d'extrême droite européens? Comment comprenez-vous cette accusation? C'est l'expression d'une sincérité mal contenue? C'est une stratégie à part entière? Comment décryptez-vous de telles déclarations qui sont quand même assez violentes? Ben, outre le fait que cette déclaration-là est proprement invraisemblable, absurde et indécente, je dirais, là, parce que c'est une accusation qui est quand même extrêmement lourde et qui a été proférée, me semble-t-il, depuis Reykjavik avec beaucoup de légèreté. Mais ce que ça indique, c'est la chose suivante. C'est qu'au fond, les fédéralistes, qu'ils soient du Québec ou d'ailleurs au Canada, ont l'impression, à tort ou à raison, que le mouvement souverainiste en est à ses derniers instants. Et là, on tente de lui asséner le coup fatal. Alors, on ne discute plus avec lui. Alors, c'est le coup de massue. Alors là, c'est la xénophobie, c'est le racisme, c'est l'extrême droite. On veut en finir et on n'est plus dans l'ordre de l'argument. Remarquez qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que le Parti libéral du Canada en particulier, depuis très très longtemps, a démonisé le mouvement national. Mais pensez à Pierre-Éliott Trudeau en 1980, à l'époque du référendum. Il y avait quand même de leur côté un argumentaire.
antinationaliste et surtout anti-souverainiste, il y en avait un, puis qui était quand même costaud, qu'on pouvait considérer comme un véritable réquisitoire. On pouvait se mettre à l'écoute de ça. Quand Trudeau, dans son fameux discours, nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement, là, il y a quelque chose là-dedans c'est le caractère passionnel de la politique, mais c'est aussi on est en face d'un mouvement puissant et qu'on veut contrer à la fois avec des arguments, avec de la stratégie, parce qu'on a vu ce que ça voulait dire, le changement que Trudeau préparait. Mais à cette époque-là, les fédéralistes prennent le mouvement souverainiste au sérieux. Ils savent qu'ils n'en ont pas fini avec lui, même s'ils ne cessent de répéter « Ah, mais vous savez, c'est mort-né, ça n'ira nulle part ». Mais ils savent que c'est pas mort-né, ils savent qu'il y a encore une lutte à mener. Les fédéralistes d'aujourd'hui sont dans une situation où ils ont l'impression qu'ils peuvent mettre un terme à toute cette aventure et qu'ils peuvent asséner le coup fatal. Ce sentiment-là, ils l'ont pourquoi? Ils l'ont en grande partie pour la raison que j'évoquais tantôt. Ils sentent eux aussi la fatigue des Québécois. Ils ont l'impression qu'on peut peut-être en finir. Ont-ils raison? L'histoire prochaine le montrera. Moi, je pense que le vieux désir de durer, là, va pas s'éteindre de lui-même si facilement. Mais quoi qu'il en soit, il y a chez eux cette conviction, chez les fédéralistes, cette conviction en vertu de laquelle on est capable d'en finir. On peut plonger dans le sommeil et l'assoupissement définitif de souverainisme québécois. Et la réaction du premier ministre Couillard en Islande, participe de ce mouvement-là. On frappe fort. On n'est pas dans la nuance, puis on n'est pas dans l'argument non plus, parce que quand Couillard dit ça, il y a 2 jours à Reykjavik, là, on peut pas dire que c'est un argument très puissant. Il s'agit d'associer de manière malicieuse, c'est le moins qu'on peut se dire, la victoire d'un chef politique légitimement élu, jusqu'à nouvel ordre, il n'y a rien de suspect dans son élection, d'associer ce chef-là et ses positions qui n'ont rien en passant d'excessive, même sur le plan identitaire, de l'associer au mouvement d'extrême droite européen. Alors, il n'y a pas d'argument, il y a tout simplement une accusation qui est lancée comme ça et dont on espère qu'elle aura un effet psychologique, c'est-à-dire, lisez égale extrême droite égale nazisme, puis nazisme égale... Mais c'est le seul fonds de commerce qu'il reste au Parti libéral, qui est un parti ethnique. C'est le parti des anglicisés et des allophones. Et pour l'essentiel, comme il a souscrit inconditionnellement à l'ordre canadien, il n'est plus utile à Ottawa, qui d'ailleurs n'en tient même pas compte. Et la seule façon pour les libéraux de rester dans une dynamique électorale au Québec, c'est de cultiver la peur pour raffermir son vote chez les allophones et les anglophones, parce que dans la dynamique interne, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu sur le plan des clientèles électorales. Les 18% de ce bloc constituent une minorité de blocage. Alors, il va falloir, soit pour les indépendantistes, l'éroder, soit pour les libéraux, le consolider et aller chercher, avec un travail de sape délibéré chez les couches de la population francophone les plus vulnérables, d'aller chercher des arguments de peur et d'insécurité. C'est vrai que Philippe Couillard pense vraiment ce qu'il dit. Mais c'est aussi une posture politique qui lui permettent d'instrumentaliser cette peur-là. Mais je me trompe. En fait, il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. La première, par exemple, je pense à cette haute figure intellectuelle du gouvernement qui est Jean-Marc Fournier, lorsqu'il utilise la formule, par exemple, le parti de la chicane. J'ai l'impression, écoutant le discours fédéraliste, qu'on a une forme de régression intellectuelle. C'est-à-dire, il s'agit désormais de faire des peurs grossières, aberrantes, qu'on ne sent même plus le besoin d'articuler intellectuellement. Et de l'autre côté, l'association à l'extrême droite, j'ai l'impression qu'il y a une forme de régression et pourtant, il semble croire que c'est efficace. Est-ce que ce l'est? Est-ce qu'il y a une véritable efficacité de ce discours, Robert Laplante, chez les francophones du Québec? Chez les plus vulnérables, oui. Et chez les plus privilégiés, peut-être? Non. Chez les plus privilégiés, c'est une autre logique et une autre efficacité qui est recherchée. Pour l'essentiel,
c'est une posture qui mise sur la résignation politique. Et essentiellement, ramener toujours cet argument de la chicane dans une démocratie normale, ce serait ridicule. Parce que le débat est inhérent à la démocratie. Et le politique passe par la confrontation des points de vue, mais justement, quand vous avez plus de points de vue, quand vous n'avez que l'affairisme comme proposition politique, ce que vous devez faire, c'est de tout mettre en œuvre pour empêcher l'émergence de propositions. C'est un gouvernement qui est, à cet égard, véritablement anti-politique. C'est un gouvernement d'affairisme qui flirte avec la corruption de manière constante depuis les 15 dernières années, mais en plus, qui distille littéralement la médiocrité, qui ramène tout à des perspectives gestionnaires, mais vraiment au ras des pâquerettes, parce qu'il ne, sur ce terrain-là, il a une certaine efficacité à empêcher une formulation politique. Jacques Beauchemin, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce qu'il fonctionne déjà? Est-ce que ça peut encore fonctionner, cette extrême droitisation sur le mode accusatoire du souverainisme québécois? Je pense surtout, Monsieur Laplante évoquait, Robert Laplante évoquait les catégories sociales fragilisées. J'ai quelquefois l'impression que c'est encore plus efficace auprès des catégories sociales privilégiées, quelquefois. Ben oui, parce qu'elles veulent avoir la paix. Et quand on leur promet un Québec sans chicane, ben c'est ce qu'on veut entendre. Un Québec sans chicane, c'est un Québec où chacun, de manière individualiste, hein, pour les plus privilégiés en tout cas, peut mener son petit destin personnel, peut travailler à la promotion de ses intérêts, ses goûts, ses penchants et tout ce qu'on veut, et puis qu'on me fiche la paix. Et là, quand le Parti libéral, promet à cette catégorie sociale de lui ficher la paix, de s'occuper des vraies affaires, c'est-à-dire tout ce qui concerne justement la gestion de la chose publique, la gestion, le mot est important, et qu'on discute impôts, taxation et je ne sais quoi, ben évidemment, c'est tout ce qu'on veut entendre. Je pense aussi au traitement médiatique, par exemple, la candidature Lisée, lorsqu'il touchait à l'identité. Il y a une éditorialiste de la presse que j'aime dire quelquefois de Lisiane Gagnon qu'elle était autrefois une grande éditorialiste une grande chroniqueuse de la presse et qui est aujourd'hui une chroniqueuse de la presse qui a assimilé le discours de l'Élysée à la pire tradition nationalo-xénophobe. Et cette accusation de xénophobie, elle est quand même reprise, elle est relayée pas seulement par le Parti libéral, mais par des chroniqueurs, des éditorialistes, on pourrait dire la grande majorité d'entre eux. Comment je peux dire ça? Quelle est la portée de ce discours? Est-ce que ça inhibe le souverainisme? Est-ce que ça l'étouffe? Est-ce que finalement ça risque de se retourner contre les élites qui le portent, ce discours de criminalisation? Non, c'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie parce que on en est justement à l'étape d'asséner des coups qui font mal et qui peuvent même provoquer la mort. On en est rendu là. C'est pas un argument, la xénophobie. En tout cas, c'est un argument qui est faible, disons. Si quelqu'un défend l'identité québécoise par exemple en évoquant la question de la laïcité, de l'égalité des hommes et des femmes, et que tout cela s'est vu comme de l'identitaire dont le prolongement pourrait éventuellement être dangereux, ben évidemment, d'abord, c'est pas un argument. Hein. Tout ce qu'on a à dire, c'est faut se méfier de ces dérives-là, les dérives. Hein, la dérive, c'est pas un grand raisonnement, ça. Alors, oui, ça peut marcher parce que, et moi je vous prédis que dans les prochaines années, sous l'ère Lisée, ce ne sera que cela. Ça va être xénophobie, racisme potentiel ou larvé, discrimination qui ne dit pas son nom, et ça va être ça. Et vous allez voir le mouvement souverainiste, Lisée en particulier, puisqu'il sera au front, devoir constamment se défendre de tout cela. Oui. Et d'autant plus que, au fond, non seulement c'est plus un cliché qu'un argument, mais c'est un cliché relais. C'est un cliché relais de l'ordre canadien. Parce que une revendication nationale à l'intérieur du multiculturalisme canadien, ça ne peut être qu'obscène, littéralement. Sûr. Et on entend d'ailleurs souvent des raisonnements assez pernicieux du genre vouloir imposer le français comme langue officielle, c'est un acte de discrimination. Je me permets...
Robert Laplante, Jacques Beauchemin, il nous reste environ 10-12 minutes de vous amener à cette question classique, la question kantienne, disons ça ainsi, que nous est-il permis d'espérer? En ce moment, donc on a fait l'analyse de l'état actuel du mouvement, l'analyse aussi de l'état actuel de la perception du souverainisme par ses adversaires. En ce moment, plusieurs placent leurs espérances dans les nouveaux mouvements citoyens. Disons ça comme ça. Les partis politiques sont désertés, abandonnés, laissés de côté. On a vu, par exemple, un mouvement comme Faut qu'on se parle, initié par Gabriel Nadeau-Dubois, rallié par Jean-Martin Haussan. On a vu un mouvement comme celui-là proposer de grandes séances de discussion sous le signe de l'Assemblée de cuisine pour renouveler la parole publique au Québec. Est-ce que c'est par là, selon vous, que peut passer l'espoir politique d'une manière ou de l'autre au Québec en ce moment, ou est-ce que c'est condamné d'une manière ou de l'autre à l'impasse, Jacques Beauchemin? C'est certainement condamné à une impasse. C'est-à-dire que, de manière très générale, et je vais le dire, pas pour avoir l'air vertueux, mais parce que je pense qu'en toute société démocratique, c'est jamais une mauvaise chose que des citoyens se rassemblent pour discuter du destin collectif. Alors, pourquoi pas? Mais en même temps, de manière plus pragmatique, plus concrète, je crois que ce mouvement-là, c'est un peu, je vais le dire de manière péjorative, c'est du bruit dans l'espace public. C'est une discussion qui va tourner en rond et surtout dont les conclusions sont écrites, sont absolument prévisibles. Là. On va vouloir un Québec progressiste, gauche, ouvert, accueillant et évidemment souverainiste, souverain. Alors, c'est sûr qu'on va, et puis développement durable, électrification des transports et contre-énergie Est, c'est assez clair tout ça. Là. Donc, c'est du bruit et je crois que ça nous éloigne des choses, j'allais dire, importantes qui se déroulent encore, et je dirais heureusement, dans l'espace des partis politiques traditionnels. Le débat dans nos démocraties, c'est principalement là qu'il se cristallise. Je ne dis pas qu'il s'élabore en entier, mais qu'il se cristallise. Et c'est là, au fond, que les débats se transforment en position de pouvoir. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut continuer à voir les choses. Robert Laplante. Oui, les choses sont cousues de fil blanc, là. On sait bien que ce mouvement, c'est essentiellement les prolégomènes à la création d'un nouveau parti politique. Les choses sont en train de se recomposer. NPD Québec va avoir un effet déstabilisateur sur Québec solidaire. Option nationale doit sortir de sa case. Les nationalistes et indépendantistes qui ne seront plus à l'aise dans Québec solidaire, tout ça crée un bassin. Et dans le fond, c'est peut-être le scénario qui a donné la naissance de Québec solidaire qui est en train de se reproduire. Il faut pas oublier que Françoise David avait d'abord fondé un mouvement citoyen, etc. Donc, ça participe d'un effort de recomposition. Est-ce que cette formule-là donnera quelque chose? Bien malin qui peut le prédire, parce que en même temps, tout ce qui pourra faire l'objet de cette conversation nationale va se heurter aux limites du régime. C'est-à-dire qu'il y a une, à moins de se complaire dans une politique que je vais appeler une politique des lamentations, inévitablement, ça doit déboucher sur des propositions qui vont passer par le pouvoir de l'État, la capacité de l'État de traduire la volonté et la vision du bien commun dans des actions concrètes. Alors, là, les mêmes qui n'aiment pas la chicane quand elle est au Québec trouvent normal que au Canada, il puisse y avoir une certaine chicane sur Énergie Est, sur les sables bitumineux, à la condition que ce soit Naomi Klein qui mène le combat ou que ce soit je ne sais trop quel Maud Barlow de ce pays qui va faire le travail. Mais ce travail-là, c'est celui de l'impuissance, puisque, justement, l'État canadien est solidement campé sur ce paradigme économique-là. Le gouvernement du Québec, malgré un discours assez alambiqué, a adhéré à la stratégie canadienne. Alors là, on s'en va vers la consolation morale d'être du côté de la vertu.
il y a des rendez-vous qui vont devenir incontournables. Et à cet égard, il n'est pas impossible non plus que Jean-François Lisée soit confronté à l'impossibilité de tenir son engagement. L'engagement est fait de ne pas tenir de référendum. Parce que l'évolution du Canada se poursuit et le Canada n'a rien à faire du Québec. Il est devenu un embarras et plus encore, et le cas de Énergie-Est est extrêmement éloquent à cet égard, le Québec est devenu un verrou sur le principal projet économique du gouvernement, de l'État canadien. Pas du gouvernement, de l'État canadien, puisque le gouvernement Trudeau et le gouvernement Harper sont sur les mêmes longueurs d'onde là-dessus, à quelques modalités près. Alors, ce qui est en cause, c'est le modèle de développement, et ça va heurter violemment l'économie du Québec. Alors, peut-être que le Canada sait bien que il faut pas réveiller la bête, il faut pas brusquer pour essayer de donner un sursaut à cet indépendantisme moribond, enfin, de leur point de vue, mais en même temps, il y a une pression structurelle qui va continuer de s'exercer, face à laquelle, ou bien les Québécois vont baisser les bras, ou vont connaître un mouvement de mobilisation. Je ne crois pas que les gens vont être très, très, très contents de voir débarquer les constructeurs de pipelines dans leur cours. Jacques Beauchemin, est-ce que vous croyez qu'une crise politique s'en vient? Imaginons 2018, le Parti québécois se présente aux élections, il veut former un gouvernement majoritaire. Autour de quel programme serait-il capable de se faire élire? Pour l'objectif, pour l'instant, c'est de former un gouvernement. Quel programme serait susceptible de lui donner cette majorité espérée? Et croyez-vous par ailleurs qu'une crise plus majeure se dessine, celle suggérée par Robert Laplante peut-être, par exemple liée au pipeline ou autre chose? Moi, malheureusement, si on peut dire, je ne vois pas de crise politique à l'horizon, même celle liée au pipeline. Moi, j'ai l'impression que, évidemment, ça va branler dans les bambous, là. C'est loin d'être fait, ce pipeline. Mais, j'ai l'impression que le jour où on va commencer à creuser, en dépit des lamentations qu'on entendra à droite et à gauche, les choses, je crois, vont finir par se faire dans une relative indifférence. Pas à ce point, parce que c'est un des enjeux qui actuellement anime notre espace public. Mais j'ai l'impression qu'encore là, les Québécois vont céder. Et puis, que ça va se calmer. Et qu'au bout du compte, on aura le pipeline et puis ce sera fait. Alors, moi, je ne prends pas de crise politique à l'horizon. Je pense que le défi qui est devant le Parti québécois et Jean-François Lisée en particulier, c'est pas d'attendre une crise puis voir de quelle manière on va pouvoir se positionner. C'est de trouver le moyen de présenter favorablement, positivement le projet souverainiste et non pas de manière défensive. Et même sur la question de l'identité, qui va, et je l'espère, demeurer importante dans la démarche nationaliste des prochaines années, je pense que le travail qu'il y a à faire sur ce terrain-là est très important. C'est-à-dire que c'est certain qu'on parle toujours de l'absence des jeunes, par exemple, la désertion des jeunes du Parti québécois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Essentiellement qu'il faut être capable de brosser un portrait de la souveraineté du Québec qui soit justement positif et favorable. C'est pas les ceintures fléchées qu'il faut ramener, mais c'est la fierté d'être québécois. Et la fierté d'être québécois, ça c'est ancré dans l'histoire longue aussi, hein. Il faut prolonger quelque chose. Fernand Dumont disait, notre grand sociologue, il s'agit pas, quand on parle de tradition québécoise, il s'agit pas de les répéter. Il s'agit pas de traîner notre sirop d'érable pendant encore 1000 ans. Il s'agit de retrouver l'intention qui est au fond de ces traditions-là et de leur donner une traduction contemporaine. Et c'est précisément le défi qu'attend le Parti québécois. Qu'est-ce que ça veut dire être fier d'être québécois aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire s'assumer dans sa singularité? Outre le fait de parler français, qui est quand même pas rien. Ça veut dire quelque chose qu'on doit être capable de présenter positivement et ouvert sur l'avenir. Alors, non seulement il y a un héritage vers lequel on doit se tourner et dans lequel on trouve nos raisons d'être, mais il y a aussi la nécessité très actuelle et urgente de trouver l'expression et la traduction contemporaine de cet héritage-là. Robert Laplante. Oui, je ne
prône pas l'attentisme. Et même si je pense qu'il peut y avoir des crises, il ne faut pas les attendre. Ça, c'est clair. Parce que, là-dessus, Jacques Beauchemin a raison, il y a dans la culture politique des Québécois, et peut-être même dans la culture tout court, quelque chose de très, très, très pervers, qui est inhérent à la condition de minoritaire, qui est l'éternelle minimisation des pertes. Okay? De défaite en défaite, c'est jamais trop grave, c'est jamais assez grave, il n'y a pas de seuil de rupture. Bon. C'est ça qui est le défi, c'est de trouver et de faire des propositions qui vont établir des seuils de rupture. C'est-à-dire des projets pour la réalisation desquels le Canada va devenir un obstacle. Et il va falloir, pour obtenir ça, en sortir. Il y a eu un rendez-vous, on parle de la jeunesse, il y a eu un rendez-vous à cet égard qui a été complètement raté, c'est le printemps érable. Il y avait là une occasion formidable de proposer à la jeunesse du Québec de construire une exception en Amérique du Nord avec un modèle d'accessibilité aux études et de financement du système d'éducation qui aurait pu se démarquer radicalement. Mais pourquoi est-ce que les comptables ne l'ont pas endossé au Conseil du Trésor? Bien, essentiellement parce que dans le régime canadien, on ne pouvait pas financer ça. Alors, au nom du réalisme comptable, on a véritablement torpillé un projet qui aurait pu devenir un fer de lance. C'est la même chose sur les grands projets de développement d'énergie renouvelable ou sur des grands projets de développement régional. Quand on les pense dans les contraintes du régime, on s'en va vers des défaites et des défaites qui deviennent intériorisées par le réflexe de minimisation des pertes. Il faut au contraire qu'un projet soit suffisamment emballant pour que les citoyens considèrent que ça va être très grave de le perdre et qu'on ne va pas le perdre pour rester canadien. Alors, il nous reste quelques secondes à peine. Croyez-vous que Jean-François Lisée va réussir son pari en quelques secondes? Est-ce qu'on est devant quelqu'un qui c'est un nouvel échec souverainiste programmé ou on a une possibilité de victoire? Ben, en tout cas, si on veut parler de Jean-François Lisée, je crois qu'il a un potentiel énorme et la fonction créant l'organe, j'ai l'impression qu'on va le voir dans les prochaines années, je l'espère, mais je le crois, s'ériger en homme d'État et en grand chef. En un mot, M. Laplante? Il est possible que la fonction grandisse les hommes. Alors, on va lui donner cette chance, c'est sûr. Alors, Robert Laplante, Jacques Beauchemin, merci infiniment pour votre présence aujourd'hui à La Vie des idées. Je rappelle l'éditorial tout récemment paru de Robert Laplante dans l'Action nationale, son éditorial d'octobre à lire, et Jacques Beauchemin, La souveraineté en héritage, paru l'an passé aux éditions du Boréal. Bonne lecture, chers amis, et à la semaine prochaine.